Don't be rude. You are fake news. And we had the most beautiful piece of chocolate cake that you've ever seen. Does that make sense? They will be met with fire and fury. Does that make sense? This egregious display of hatred, bigotry, and violence on many sides. On many sides. We will have no choice but to totally destroy North Korea. It's got to be in tip-top shape. He is a sick puppy. You are fake news. Bonjour et bienvenue dans Trump 2020, le podcast IFRI TTSO Slate qui décortique l'actualité de la campagne pour la présidentielle américaine avec Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Christophe. Cette semaine, dispositif un peu spécial en raison du confinement général décidé par le gouvernement français. Veuillez nous excuser par avance pour la qualité sonore de ce podcast. Le monde entier est touché par l'épidémie de Covid-19, l'OMS parle d'ailleurs de pandémie. Aux États-Unis, on compte ce matin déjà 101 morts et plus de 5600 personnes contaminées, sans doute beaucoup plus en l'absence de tests en nombre suffisant. Tandis que les marchés financiers enregistrent des pertes records, un confinement à l'italienne, on peut même dire à la française, se profile pour certaines régions et grandes villes américaines. Alors même s'il existe un système de santé pour les plus pauvres, le Medicare, on sait que les soins médicaux coûtent très cher aux États-Unis. Comment une épidémie massive pourrait-elle être gérée dans ces conditions ? Échapperait-on au scénario catastrophe, comme Hollywood sait nous en présenter ? Laurence, cette crise est l'occasion de revenir sur le système de santé des États-Unis, mais d'abord, en quelques mots, comment l'administration Trump a-t-elle réagi à l'épidémie de Covid-19 ? Eh bien, ces dernières semaines, Trump a commencé par nier la gravité de la situation, mais ses conseillers ont dû lui parler ces derniers jours de l'étude de l'Imperial College de Londres, qu'on a lue dans la presse et selon laquelle pas moins de 2,2 millions d'Américains pourraient mourir si aucune mesure n'était prise. Et le président américain réagit désormais. Alors, les choses vont évoluer sans doute dans les jours qui viennent. On peut se demander s'il y aura un confinement national, un national lockdown qui serait décidé au niveau fédéral. Pour l'instant, ce sont plutôt, comme d'habitude, les villes et les États qui ont agi. Ils ont mis en place l'ordre de rester chez soi, ce qu'on appelle shelter in place, par exemple dans les 7 comtés autour de San Francisco et peut-être à New York dans les prochains jours. Et puis, par ailleurs, vous avez dû voir que la primaire de mardi 17 mars a été modifiée. Si la Floride, l'Illinois et l'Arizona ont bien voté, l'Ohio, pour sa part, a décidé de repousser la primaire au mois de juin. Pendant ce temps-là, le Congrès s'est mis en route et il prépare une loi d'aide financière, un stimulus package, d'un montant qui pourrait s'élever à 850 milliards de dollars. Alors, c'est une somme énorme parce que on a parlé beaucoup des problèmes sur les marchés financiers ces dernières semaines, mais il faut aussi dire que de très nombreuses personnes ont été licenciées ces derniers jours aux États-Unis, dans le secteur des transports et dans le secteur des services, notamment des personnes qui gagnent pas beaucoup. Selon Politico, dans l'Ohio, donc cet État qui a repoussé sa primaire, ce sont 45 000 personnes qui, dans la semaine qui vient de s'écouler, se sont inscrites au chômage. Et on sait que la couverture n'est pas très généreuse. Et donc, la loi du Congrès sera très bienvenue. La population américaine s'apprête donc à être touchée massivement par le Covid-19, mais cette population américaine est-elle déjà en bonne santé ? Les États-Unis sont légèrement en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE en ce qui concerne les grands indicateurs de santé. En 2017, l'espérance de vie à la naissance est de 78 ans,6, en baisse depuis 2014, ils étaient alors à 78,9, alors que la moyenne de l'OCDE est de 80,7. Pareil, la mortalité infantile aux États-Unis est de 5,8 pour 1000, contre 3,8 pour 1000 pour la moyenne de l'OCDE. Donc un peu en dessous, mais pas terriblement en dessous. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que ces chiffres cachent une grande disparité sociale et ethnique aux États-Unis. Par exemple, la mortalité infantile, je vous ai dit 5,8 pour 1000 pour tous les Américains, elle est de 11 pour 1000 pour les Afro-Américains. Et puis, il y a surtout un différentiel de coûts. En 2018, la santé aux États-Unis coûte 16,9% du PIB, contre 8,8% en moyenne dans l'OCDE. Donc un coût vraiment bien supérieur, et c'est normal parce que toute la chaîne sanitaire aux États-Unis, les praticiens, les hôpitaux, les entreprises pharmaceutiques et même les compagnies d'assurance pratiquent des tarifs très élevés
on pourrait presque dire scandaleux. Hier, j'ai eu au téléphone une Française qui est installée à Los Angeles et on parlait de ces questions. Elle m'expliquait qu'un jeune dans son entourage avait dû récemment se faire opérer de l'appendicite sans aucune complication. Eh bien, ça lui a coûté quand même 15 000 $. Et je rappellerai l'exemple de cet Américain dont nous avons parlé sur Slate. Il a dû payer plus de 3 000 $ pour un test négatif au Covid-19. Alors justement, Laurence, pourquoi la santé est-elle si chère aux États-Unis ? Eh bien, il y a plusieurs facteurs, mais le premier, et c'est celui auquel on revient très souvent ici, c'est le recul de l'État, la dérégulation qui sont intervenues depuis les années 80. Pour beaucoup d'Américains encore aujourd'hui, l'organisation d'un système de santé publique est vue comme quelque chose qui relève de l'Union soviétique, quelque chose qui est vraiment abominable. Et du coup, la puissance publique, depuis plusieurs décennies, a été réticente à agir. Et par exemple, pour encadrer les tarifs. Du coup, on voit que dans cette brèche, il y a un lobbying extrêmement puissant qui s'engouffre. Les big pharma, rappelez-vous de ce qu'on racontait sur l'épidémie des opioïdes, les acteurs de la santé en profitent à toutes les étapes. Par exemple, les hôpitaux ne sont pas tenus de signaler à l'avance tous les frais aux patients et ces derniers reçoivent des factures surprises plusieurs mois après l'opération. Un autre exemple, Medicare n'a pas le droit de négocier le prix des médicaments avec les entreprises pharmaceutiques. Et tout cela mène à ces dérives vraiment incroyables. De leur côté, les professionnels de la santé avancent d'autres justifications pour le prix délirant de la santé. Par exemple, les médecins sont obligés de provisionner pour faire face aux fréquents procès qu'ils reçoivent de la part de leurs patients lorsque ces derniers sont mécontents. Les hôpitaux, de leur côté, doivent fournir des soins d'urgence à tous pour que personne ne meure dans la rue, entre guillemets, et du coup, ils répartissent les coûts sur les autres soins prodigués. Mais il existe quand même une protection sociale minimale, non ? Oui, il y a une protection sociale qui existe et ça vous surprendra pas, elle date d'avant le tournant libéral des années 80. Elle a été mise en place dans les années 60 sous la présidence Johnson. Alors il y a Medicare pour les personnes âgées et Medicaid pour les Américains les plus pauvres et particulièrement les enfants. Et c'est pas forcément un hasard si ce système de protection sociale se met en place dans les années 60, la décennie du mouvement des droits civiques qui a été lancé par les Afro-Américains. Un certain nombre d'observateurs expliquent que si un système de santé à l'européenne ne s'est pas mis en place après la guerre en 1945, comme la sécurité sociale ou le NHS en Grande-Bretagne, c'est que la société américaine à l'époque ne voulait pas payer pour les minorités et donc n'avait pas voulu mettre en place un système de santé universel. Et du coup, aujourd'hui, si vous n'êtes ni très pauvre ni âgé, donc vous ne bénéficiez ni de Medicare ni de Medicaid, vous vivez dans un système qui serait comme si, en France, on n'avait pas de sécurité sociale, mais on avait uniquement les mutuelles. Et en l'occurrence, les mutuelles seraient des assurances privées qui seraient incroyablement chères et qui couvriraient très mal des frais de santé incroyablement chers eux aussi, et le tout avec un nombre d'escroqueries vraiment faramineux. Je conclus en disant qu'aux États-Unis, le défaut de paiement des frais de santé est la première cause de faillite individuelle pour les habitants. On se souvient qu'en 2010 est arrivé Obamacare. Est-ce que ça a changé quelque chose ? Oui, alors Obamacare, c'est cette loi de 2010. Le vrai nom d'Obamacare, c'est le Affordable Care Act, la loi sur les soins de santé abordables. Son objectif était de couvrir plus de personnes et principalement dans les classes moyennes basses, c'est-à-dire les Américains qui sont pas assez pauvres pour toucher Medicaid, mais qui sont pas assez riches pour avoir une assurance santé décente. Et Obamacare a apporté des améliorations, en effet. Pour simplifier, Obamacare donne aux États fédérés l'autorité nécessaire pour réguler le marché des assurances privées dans leur État. Ils peuvent accorder des subventions aux assurances lorsqu'elles respectent bien les droits des consommateurs. Alors, l'une des avancées principales, justement, c'est que ces assurances ne peuvent plus refuser de couvrir les personnes qui souffrent d'un problème médical préexistant. C'est ce qui s'appelle les pre-existing conditions. Et ça, c'est une avancée vraiment très importante. En échange, les gens ont l'obligation de s'assurer. Ainsi, de nombreux jeunes en bonne santé qui préféraient jusqu'alors se passer d'assurance ont dû souscrire un contrat. Et même s'ils ont pris l'assurance la moins chère et la moins généreuse, leur participation permet de faire baisser le coût général du système.
Obamacare crée aussi une batterie de subventions et de mesures fiscales pour aider les plus modestes à financer cette assurance. Résultat, le nombre d'Américains non assurés est passé de 45 millions en 2010, avant Obamacare, à 27,5 millions en 2018. Il représente toujours 8,5% de la population américaine. Donc l'Obamacare a permis une meilleure couverture globale de la population américaine. Oui, mais l'Obamacare n'a quand même pas rempli toutes ses promesses. Notamment, le président Obama n'avait pas réussi à imposer la possibilité pour l'État fédéral ou pour les États fédérés de proposer des assurances publiques, ce qu'on appelle la public option. Ces assurances publiques auraient concurrencé à la baisse les assurances privées. Le président Obama n'a pas non plus réussi à faire plier les entreprises pharmaceutiques et les autres acteurs de la chaîne sanitaire, et donc la dérive des coûts s'est poursuivie et c'est un énorme problème. Au final, avec Obamacare, les compagnies d'assurance ont eu accès à un marché de clients plus large, captif, sans aucune incitation sérieuse à baisser leurs coûts. Pour un certain nombre d'Américains, d'ailleurs, la mise en place d'Obamacare a entraîné au final une augmentation du prix de leur assurance et ils ne sont pas contents. Le jeune de Californie dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'est fait opérer de l'appendicite, avait pris l'assurance la moins chère de son état, l'assurance bronze en l'occurrence. Or, elle prévoit une franchise de $20 000 pour les frais de santé. Comme son opération lui a coûté $15 000, eh bien, il doit les payer intégralement de sa poche. Et ça, c'est en Californie, qui est un système réputé généreux. On imagine que la situation dans les États républicains est bien pire. Et ça me permet d'indiquer au passage que la structure fédérale du pays implique la coexistence de 50 systèmes différents. On aboutit donc à une complication extrême. Durant sa campagne, Trump a beaucoup dénoncé l'Obamacare, pourtant, une fois au pouvoir, il n'a pas pu le supprimer. Et oui, à 2 reprises, Trump a essayé de remplacer la loi Obamacare par une autre loi, mais il a échoué les 2 fois. À la Chambre des représentants en mars 2017 et puis au Sénat en juillet 2017. La raison, c'est que les républicains n'avaient pas pu se mettre d'accord pour voter le projet qu'ils leur proposaient. Pour certains républicains, le projet de Trump n'allait pas assez loin. Pour d'autres, il allait trop loin. Enfin, en tout cas, un échec pour Trump à remplacer la loi de son prédécesseur. Trump a néanmoins réussi à affaiblir Obamacare avec sa réforme fiscale de décembre 2017. Il avait réussi à glisser un amendement dans la loi qui supprime la pénalité pour les personnes ou les entreprises qui refuseraient de s'assurer. Et donc ça, dans les États républicains, ça ouvre la porte à un affaiblissement essentiel de la loi Obamacare. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les propositions démocrates en matière de santé pour 2020 ? Même si la perspective d'une élection de Bernie Sanders s'éloigne, il faut quand même parler de Medicare for All, le projet de système universel public qui a été développé alors par la campagne de Sanders, mais aussi par celle d'Elizabeth Warren. Vu d'Europe, c'est le bon sens, mais pour les Américains, comme je le disais tout à l'heure, un système public porte le spectre d'un système à la soviétique qui serait à la fois inefficace et ultra cher. Il est certain que si les coûts qui sont pratiqués à l'heure actuelle par les acteurs de la santé aux États-Unis ne sont pas sévèrement encadrés, un système comme Medicare for All serait terriblement coûteux. Or, les lobbies de la santé sont extrêmement puissants aux États-Unis. On l'a vu lors des négociations pour Obamacare, je le disais tout à l'heure, ils ont largement gagné face à l'administration Obama. Et on ne voit pas comment une telle loi pourrait passer au Congrès, même si Bernie Sanders était élu. Ça nous laisse avec Joe Biden. Alors Joe Biden propose de conserver Obamacare, bien sûr, puisque Obama est son idole. Il propose néanmoins de l'améliorer de manière importante. Je pense que là, l'influence des candidats radicaux a poussé la campagne de Joe Biden à aller plus loin. Si on regarde le site de campagne de Biden, d'ailleurs, il y a la liste d'un grand nombre de propositions. Par exemple, l'ajout d'un système d'assurance publique qui viendrait suppléer le système privé en le tirant vers le bas, question prix. Il propose aussi un certain nombre de mesures pour mieux encadrer les prix. Toute la question serait de savoir si les lobbies pharmaceutiques plieraient ou ne plieraient pas. Mais pour conclure, on est peut-être dans un moment positif parce que avec cette épidémie de Covid-19 qui s'apprête à déferler sur l'Amérique,
Peut-être que les acteurs de la santé vont développer un meilleur sens civique dans les mois qui viennent. Une crise qui pourrait aussi inciter les électeurs américains à choisir un candidat plus en avant sur les questions de santé. Merci Laurence et à la semaine prochaine. Au revoir Christophe. Retrouvez Trump 2020 chaque semaine sur slate.fr, dans la newsletter TTSO, sur le site de l'IFRI ou sur votre application de podcast préférée.